on se retrouve fin juillet avec une vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire. Je vais faire un bilan de mi-année, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup passer fin juin, début juillet, là où on est censé le faire, parce que c'est vraiment le milieu d'année. Et je me suis dit que c'était une très bonne idée en fait, parce que quand je me suis lancée, je n'ai pas fait de vidéo de présentation, je n'ai pas fait un peu de bilan, je sais pas, de mon année précédente, je n'ai pas vraiment introduit ce que je lisais, ce que j'aimais lire, et donc en fait je me rends compte que pour les personnes qui découvrent mes vidéos, ce n'est peut-être pas forcément très clair ce qu'on peut s'attendre à trouver, quel genre de livre je pourrais peut-être discuter par la suite. Donc, donc j'ai décidé de faire un bilan de mi-année. Alors juste là, si vous voyez des livres, dites ah bah du coup on voit ce que tu lis, ça c'est la bibliothèque de ma mère. Donc voilà, il y a quelques livres que je pourrais éventuellement lire là-dedans, mais ce n'est pas ma bibliothèque. Donc voilà, vous pouvez toujours essayer de déchiffrer, mais ça ne vous donnera pas beaucoup d'indications sur moi. Alors, je ne suis pas les questions du Media Freakout Tag, Book Freakout Tag, je ne sais plus exactement, parce que tout ne me semblait pas pertinent. Et je n'ai pas pris en compte dans ce que je vais vous dire tous les livres que j'ai lus et qui ne sont pas de la fiction. Vraiment à quelques exceptions près, je ne vais parler que de romans, de fiction. Parce que tout simplement, je trouve ça assez dur de faire des comparaisons entre des livres qui n'ont rien à voir entre eux, un livre d'histoire et un essai sur le féminisme et un livre de vulgarisation sur le chamanisme. Ça n'a pas grand chose à voir et je vois difficilement comment comparer ça et décider quel est le meilleur. Bref, donc je me suis par facilité concentrée sur la fiction. Et donc on commence avec mon livre préféré de l'année, que je n'ai pas avec moi parce que j'emprunte en bibliothèque. Je lis beaucoup en bibliothèque, donc voilà, il y a beaucoup de livres que je ne pourrais pas vous présenter. Le premier livre, c'est Christine l'Aventurière de Sigrid Undset. Sigrid Undset, je l'ai découverte, comme beaucoup de monde, je pense, par Anastasia, qui avait fait l'éloge de son livre Victis la Farouche il y a déjà un moment, je me souviens plus trop. Je mettrai la vidéo en barre d'infos si j'y pense. Et j'ai lu Victis la Farouche et j'ai adoré ce livre. J'avais ensuite lu un autre livre de Sigrid Undset que j'avais beaucoup moins aimé. C'était Jenny. Et du coup, j'avais envie de continuer à découvrir ces livres, mais plutôt ceux qui se passent à l'époque médiévale, puisque ce Victis la Farouche s'est passé à l'époque médiévale. Donc le choix évident c'était Christine l'Aventurière, mais il se trouve que en fait c'est une trilogie qui a été rassemblée en une grosse anthologie qui fait 1200 pages. Donc il faut trouver le temps de se plonger dans un tel pavé. Je l'ai fait en juin et j'ai adoré encore une fois. Mais c'était pas forcément un livre que j'ai j'aurais pas pensé en le lisant que ce serait mon livre préféré, et en fait en regardant tout ce que j'avais lu depuis ce début d'année, je me suis rendu compte que des déceptions il y en a un paquet, des livres que j'ai finis il y en a, alors que c'est assez rare que je fasse ça, mais des livres que j'ai vraiment aimés il y en a pas beaucoup en fait. C'était pas un très bon début d'année pour la fiction, enfin c'était 6 mois même, donc je suis même pas sûre de parler dans le début d'année. Donc Christine l'Aventurière se retrouve en tête. L'histoire, c'est tout simplement l'histoire de Christine, de son enfance jusqu'à sa vieillesse, enfin vieillesse toute relative, elle n'est pas très vieille, donc sur 3 livres, qui se passent au XIVe siècle en Norvège. Christine, c'est une femme noble, mais d'une famille qui n'est pas particulièrement riche, pas particulièrement influente. Et on aura donc toute sa vie, sa jeunesse, ses premiers émois amoureux, son mariage et sa vie de mère. Ensuite, pendant des années. Ce que je trouve assez intéressant parce que du coup, on voit sa vie de mère avec ses enfants qui grandissent
et qui se sépare petit à petit d'elle, et donc le passage où une fois que ses enfants sont plus grands. Ce que j'ai trouvé très intéressant, moi j'ai pas souvenir d'avoir particulièrement lu ça en littérature, j'ai l'impression que c'est encore assez rare. Euh, un tel panorama d'une vie de femme pendant toute sa vie, et notamment une femme qui est mariée avec des enfants et qui se consacre en premier lieu à son rôle de mère et d'épouse. J'aime beaucoup, beaucoup l'écriture de Sigrid Undset. Je trouve que c'est d'une justesse, d'une précision, mais aussi d'une sobriété assez impressionnante parce que elle ne nous dit pas quoi penser, elle ne nous donne pas forcément beaucoup d'informations sur l'intériorité des personnages, mais elle a un vrai talent pour décrire des scènes qui en disent long, pour peu que on arrive à les... Pas qu'on arrive à les lire, c'est pas compliqué à lire, mais elle ne nous dit pas ce qu'on doit penser, nous, lectrices. Donc c'est vraiment des scènes où il y a beaucoup de détails et on peut comprendre beaucoup de choses, mais elle nous laisse le travail de comprendre les personnages, de lire les situations. Elle a un vrai don pour le tragique, les situations qui basculent en quelques instants, pour les personnages qui vont devoir vivre avec les choix qu'ils ont fait, qu'elles ont fait. Voilà, c'était vraiment un très beau livre. J'adore l'écriture de Sigrid Undset, j'allais dire Sigrid Lavanstrater. Sigrid Undset, c'est vraiment une autrice assez exceptionnelle, je trouve. J'ai adoré le personnage de Christine, qui est vraiment complexe, qui montre bien les difficultés pour une femme de vivre dans cette société à cette époque-là. Certaines difficultés qui sont tout à fait transposables au fait d'être une femme encore aujourd'hui, mais beaucoup qui sont voilà, vraiment ancrées dans cette époque qui est très religieuse, donc la religion catholique à l'époque a une place très importante. Et c'est peut-être un des défauts que j'ai trouvé dans le livre, c'est la place de la religion. Il faut savoir que Sigrid Undset s'est convertie au catholicisme après avoir écrit cette trilogie, et que en tout cas j'ai lu que ce parcours d'écriture, c'est une des raisons qui l'ont poussée à se convertir. Donc j'imagine le fait de se renseigner et d'écrire sur l'église catholique. Et la religion est très présente, et parfois d'une façon un peu critique, et parfois pas vraiment. J'ai trouvé notamment que dans le deuxième tome et le troisième tome, il y a des scènes où on sent la foi en devenir de l'autrice. Et moi, c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement apprécié. Je me souviens notamment d'une scène de rédemption que j'ai trouvée assez interminable. Et voilà, dans le deuxième tome surtout, il y a quand même quelques temps longs, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des longueurs. Bon, après j'ai lu les 1200 pages assez vite parce que je devais rendre le livre et ensuite déménager, donc c'était vraiment la dernière occasion que j'avais de le lire, sans avoir à l'acheter. Voilà, il y a des passages, surtout dans le deuxième tome, que j'ai trouvé assez longs. Certains rapports avec la religion, mais aussi avec le fait que dans le deuxième tome, on s'éloigne un petit peu, enfin pas beaucoup, mais un petit peu du personnage de Christine, pour s'intéresser à d'autres personnages autour d'elle, tous des personnages masculins. Parce que c'est un autre petit reproche que je pourrais faire à l'autrice, c'est qu'en dehors de Christine Lavanstrater, les personnages féminins ne sont pas très développés. Et on va plus suivre en dehors d'elle des personnages masculins, et j'ai trouvé que quand on se concentrait sur eux, j'ai trouvé ça un peu moins crédible en fait, et un peu moins intéressant. Et la fin ne m'a pas particulièrement plu, mais ça c'est... Oui, j'ai pas trouvé la fin convaincante, mais bon, c'est peut-être personnel, peut-être que moi, cette fin ne m'a pas plu. Moi, je trouve que, en dehors du fait qu'elle m'a pas plu à moi, j'ai l'impression c'est pas une très bonne fin, mais voilà, j'aimerais bien avoir les retours d'autres personnes dessus, peut-être que d'autres personnes auraient un avis totalement différent. Voilà, j'en parle déjà depuis un petit moment. On va peut-être passer au livre suivant. Alors, je vais passer assez rapidement dessus. Donc là, c'était mon livre préféré en découverte de l'année. Sinon, en relecture, j'avais envie de vous présenter rapidement un autre livre, totalement différent, encore qu'il y a des points communs. C'est Chroniques du pays des mers d'Elisabeth von Arburg, qui est un livre de science-fiction. Donc moi je suis pas forcément une grande amatrice de science-fiction, donc c'est étonnant que j'ai autant aimé ce livre, mais c'était
une de mes lectures préférées l'année dernière et je l'ai relu cette année parce que j'ai aussi lu l'autre livre qui appartient à cet univers de cette autrice qui s'appelle Le silence de la cité. Donc j'ai relu à cette occasion Chronique du pays des mers. Donc c'est un livre de science-fiction, on pourrait dire d'anticipation, qui se passe dans le futur. Il y a eu un effondrement écologique, surprise. Et il y a aussi eu un déséquilibre des naissances, c'est-à-dire que pour une raison qui n'est pas forcément très bien, enfin qui n'est pas forcément connue des personnes à l'époque de Chronique du pays des mers, il a commencé à avoir plus de naissances de filles que de garçons. Et au bout de plusieurs décennies et siècles d'évolution de l'histoire, il y a eu d'abord, les femmes ont d'abord été extrêmement opprimées, mais elles étaient de plus en plus nombreuses, il y a eu des révoltes, elles ont pris le pouvoir, on s'est retrouvé avec un peu la situation inverse. Et ensuite, la situation s'est un peu améliorée, on est passé de sociétés violentes et militarisées à des sociétés plus dans la coopération, donc le pays des mers, où il y a toujours ce déséquilibre des naissances, et globalement, la situation est un peu difficile pour tout le monde parce que c'est une situation de vie qui est assez difficile à cause des problèmes en ressources, des problèmes en pollution, etc. Mais aussi à cause de ce problème de l'essence. Mais c'est un peu plus difficile, on va dire, pour les hommes parce que ce sont toujours les femmes qui sont dans des situations, qui sont les décideuses, tout simplement. Voilà, et on va suivre l'histoire de Lisbeth, qui est une jeune femme assez curieuse du monde qui l'entoure, et donc on va la suivre de sa toute petite enfance à l'âge adulte, où en fait elle est censée devenir une des mères du pays des mers, mais elle va connaître en fait un destin assez différent. Je l'ai lu grâce à Camelot Magicadou. Donc pareil, je vous reverrai peut-être à une de ses vidéos où elle en parle, parce qu'elle en a très bien parlé, ça m'a donné envie, et c'est pour ça que je l'ai lu, alors que je ne suis pas forcément, comme je disais, une amatrice de science-fiction. Voilà, c'est un livre qui est vraiment hyper intéressant, qui si j'en mets à en parler, j'en parlerai pendant des heures, mais voilà, si vous intéressez à la science-fiction, si vous vous intéressez au féminisme, si vous vous intéressez à comment, comment fonctionnent les sociétés, je trouve qu'il y a presque une vision anthropologique dans ce livre, c'est vraiment assez fascinant, ça touche plein de thématiques différentes. Et j'aime beaucoup l'écriture d'Elisabeth von Herberg, et elle fait des personnages qui sont euh, extrêmement réalistes, extrêmement crédibles. On a vraiment l'impression que ce sont des personnes qui pourraient exister, qui existent. Voilà, je ne sais pas du tout si je vous ai donné envie de lire, j'ai l'impression que c'est un peu décousu ce que je dis, mais c'est toujours difficile de parler des livres qu'on aime. On va faire une petite... par quoi je passe ensuite. On va passer rapidement sur ma poésie préférée parce que c'est ma découverte de l'année, c'est Elena Schwartz avec ce recueil Élégie sur une radiographie de mon crâne. J'ai fait toute une vidéo dessus. Elena Schwartz, c'est une poétesse de l'URSS qui a commencé à écrire dans les années 70 alors qu'elle était très jeune. Elle a fait une poésie qui est vraiment originale, qui n'a pas pu être publiée à l'époque parce que ça ne correspondait pas du tout au canon de ce qui était accepté par l'Union soviétique pour ses écrivains et écrivaines. Voilà, très original, pas toujours facile d'accès. Moi vraiment j'avais souvent l'impression de ne rien comprendre à ce que je lisais, mais ça me plaisait beaucoup. J'ai fait toute une vidéo avec des extraits où je parle plus en détail de ce qu'elle écrit. Donc je vous renvoie à ça si ça vous intéresse la poésie. Et je passe à ma série préférée. Donc ma série préférée pour cette année, c'est une série de fantasy. Parce que je n'en ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais il se trouve que mon genre préféré, c'est la fantasy. Voilà. Je lis vraiment beaucoup de genres différents, mais c'est celui qui, pour une raison ou une autre, me touche le plus, va vraiment m'émerveiller le plus, m'immerger le plus dans ma lecture.
Voilà, peut-être qu'un jour je parlerai un peu plus de la fantasy, de ce que j'aime dans la fantasy, éventuellement de ce que je n'aime pas, parce qu'il y a aussi pas mal de choses que je n'aime pas. C'est quand même un genre qui... Bon, c'est pas le moment d'entrer dans les détails, mais c'est quand même un genre qui a été écrit d'abord par des hommes pour des hommes. Voilà, et donc il y a aussi des choses qu'on retrouve qui me plaisent beaucoup moins. Alors, cette série s'appelle Le cycle de Sif. Encore une fois, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai emprunté en bibliothèque. Et mon livre préféré dans cette série, c'est le 3e tome, qui est pour l'instant le dernier tome sorti. C'est génial. Vraiment, je trouve ça excellent. L'histoire au début se présente de façon très classique. C'est l'histoire d'un jeune garçon, un enfant même, Sif, qui habite dans un monde de fantaisie médiévale. Donc jusque-là, rien de très original. Et puis on va suivre sa vie. Voilà, parcours initiatique. Il va se retrouver impliqué dans des embrouilles politiques, enfin des embrouilles, le terme n'est pas adapté, mais il va se retrouver dans la politique, impliqué dans la politique de sa ville, puis du pays dans son ensemble. Il y a des guerres qui se préparent, il y a de la magie. Il va apprendre, alors il commence orphelin, qui vit plus ou moins à la rue, avec d'autres orphelins, puis il va être confié à des mentors qui vont lui apprendre divers métiers, y compris le métier des armes. Et il va se retrouver donc impliqué dans des conflits, dans des guerres. Il va partir explorer ce monde et il y a tout un peu un mystère autour de sa personne qui va plus ou moins se dévoiler avec des enjeux assez importants. Donc voilà, un livre de fantasy qui, à première vue, est tout à fait classique. Mais l'auteur, qui s'appelle Patrick Cadulnet, qui est écrit en français, hein, qui est français, il a un regard politique, on va dire, un engagement politique qu'on retrouve dans le livre et que je trouve assez excellent. Alors déjà, la richesse de l'univers, moi c'est quelque chose que j'adore, c'est vraiment un univers qui est très riche, très bien construit, les personnages sont excellents, l'intrigue de ce j'en ai lu, parce que le tome 3 est vraiment très bien construite, donc il y a un vrai talent de narrateur, mais aussi il y a un engagement politique qu'on découvre petit à petit, parce que c'est pas forcément du tout évident dans le premier tome, parce que le personnage principal est un enfant, et que c'est lui qui nous raconte sa vie. Mais en fait, on voit, je pense que ça se voit vraiment le plus entre les relations entre les classes sociales. On voit à quel point les personnages sont façonnés par la classe sociale dont ils sont issus, par leur expérience du pouvoir ou de la pauvreté, ou enfin voilà, ce genre de choses. Et on voit très bien que ça a des implications très concrètes sur les objectifs des personnages, sur leurs valeurs, sur leurs relations les uns envers les autres. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait, je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup à la fantasy classique, je trouve, de mon point de vue, de ce que j'ai lu. Parce que souvent dans la fantasy classique, on va suivre des personnages qui sont importants, sont dans des situations de pouvoir ou qui vont acquérir des situations de pouvoir. Et ce n'est pas le cas de Sif, qui vient de la marge et qui reste globalement à la marge, même si il est impliqué dans des choses beaucoup plus grandes et qu'il a un rôle de plus en plus important, et il reste un personnage à la marge. Et ça a beaucoup d'impact sur qui il est, et ça va aussi faire qu'il n'a pas du tout les mêmes relations avec des personnes qui sont issues du même milieu que lui, ou des personnes qui sont issues d'une milieu nettement plus favorisée. Il y a aussi tout ce qui est nationalité, culture. Bref, c'est très fin, c'est très bien pensé, c'est très bien écrit. Encore une fois, j'ai l'impression que j'étais très brouillonne dans mon explication, mais vraiment, si vous aimez la fantasy, n'hésitez pas, foncez. C'est vraiment une excellente série et j'ai tellement hâte de lire le tome 4, qui n'est malheureusement pas encore sorti. On passe soit à ma plus grosse déception, soit à ma plus grosse surprise. On va
faire la déception d'abord. Donc la déception, c'est Pollen, de Joël Winterberg. Pas 100% sûre de la prononciation, mais voilà. Pour vous donner une idée de pourquoi j'ai été très déçue, je vais vous lire la 4e de couverture qui est assez courte. Donc, Pollen, société humaine matriarcale, utopiste et pacifiste. La civilisation de Pollen maîtrise la reproduction par manipulation génétique et fécondation in vitro. Pour éradiquer la violence, elle a relégué ses guerriers sur une planète satellite, un portrait doux et subtil des liens de pouvoir, de domination et de désir qui unissent ou séparent les deux moitiés de l'humanité. Donc je l'ai lu en janvier, dans le cadre du Sorority Challenge. Voilà, c'est de la science-fiction, c'est censé être féministe, c'est censé parler d'une société matriarcale. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Et je partais avec du coup de très bons a priori. Et ce fut une énorme déception. Alors déjà, j'ai pas du tout accroché à l'univers, que je n'ai pas trouvé assez développé, que je n'ai pas trouvé particulièrement intéressant. On a un moment la société de ce satellite où les hommes sont relégués, bon c'est très inspiration romantique, voilà, j'ai pas trouvé ça du tout original. Mais surtout, j'ai aussi été déçue parce que ce n'est pas du tout comme ce qui était présenté. On n'est pas sur une utopie, c'est pas pacifiste, et un portrait doux, c'est vraiment une très mauvaise présentation. Alors vraiment, dans les 50 premières pages, on a un viol collectif. Donc un portrait brutal et pas subtil des liens de pouvoir aurait sans doute été beaucoup plus correct. Donc déjà, il y a un peu cette première... Enfin, c'est déjà pas ce à quoi je m'attendais et j'ai pas particulièrement accroché. Mais il y a aussi, je pense, l'élément qui m'a le plus dérangé et déçu, c'est qu'il y a donc 3 personnages principaux, 2 sœurs et un frère, parce que c'est comme ça que ça se passe dans cette société, c'est toujours des naissances par 3, avec un déséquilibre des naissances, 2 sœurs et un frère. Et donc ces 3-là ont des relations amoureuses et sexuelles. Alors qu'ils sont frères et sœurs, qu'ils ont grandi ensemble, etc. Alors bon, déjà c'est décrit de façon très érotisée, ce que je trouve assez dérangeant personnellement. D'autant plus que ça n'a absolument aucun intérêt pour l'histoire. Ça aurait pu être juste des frères et sœurs, ou ça aurait pu juste être des amants, on aurait eu exactement la même histoire. Pourquoi ? Parce que l'inceste n'est pas un thème en fait. L'autrice n'a pas cherché à traiter de la thématique de l'inceste, je doute sérieusement qu'elle y connaisse quoi que ce soit, parce qu'il n'y a absolument rien qui est réaliste et crédible. Moi en plus, il se trouve que je sortais de lecture justement sur ce sujet, donc j'étais d'autant plus surprise de cette représentation-là. Voilà, donc c'est apparemment vu comme tout à fait normal dans cette société, c'est pas exploré, c'est pas une thématique, et du coup j'avais vraiment l'impression de lire le fantasme de l'autrice. Vraiment, je ne vois pas du tout l'utilité en dehors de ça, à part de ce fantasme de l'inceste, c'est pas traité, hein, c'est pas exploré, ça se justifie pas, vraiment, je ne comprends pas. C'était dérangeant, et pas dérangeant... comme ça peut être dérangeant d'explorer des thématiques qui sont dérangeantes, mais comme ça peut être dérangeant de voir une personne qui traite d'un sujet qui est assez grave hein, quand même. L'inceste, pour rappel, en réalité, c'est des viols qui touchent une personne sur 10. Voilà, une personne sur 10, d'après les chiffres qu'on a en France, ont été victimes d'inceste. Et du coup, quand on s'attaque à ce sujet, évidemment, c'est censé être dérangeant. Mais c'est pas censé être... Enfin, c'est pas censé... je trouve ça extrêmement mal fait quand c'est fait sous l'angle du fantasme de l'autrice ou de l'auteur. Et concrètement, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Voilà. Camelot Magicado aussi l'a lu et aussi a été assez déçu, donc peut-être que je vous renverrai aussi à sa vidéo. Voilà, c'est pour que vous ayez un autre avis que le mien, même s'il va dans mon sens. Je n'en dirai pas plus, il y avait des personnages aussi qui étaient très clichés, notamment
un personnage de femme lesbienne misandre un peu plus âgée qui peut présenter comme une prédatrice de jeune femme. Bon, et c'est une des antagonistes principales. Voilà, y a rien qui va dans ce livre en fait. Bon, à part que l'autrice n'écrit pas mal, voilà, elle sait écrire, hein, mais vraiment, il n'y a rien qui va dans ce livre et je ne pense pas lire d'autres livres de Joël Winterberg parce que, mais quelle déception. On va passer après à quelque chose d'un peu mieux, à le livre qui m'a le plus surpris cette année. Le livre qui m'a le plus surpris cette année, c'est ce petit livre-là, Crofendu de Tanya Tagaq, qui est une autrice inuit canadienne, qui est aussi une chanteuse. Donc n'hésitez pas à la rechercher pour voir ce qu'elle fait. Et là, elle écrit le parcours d'une jeune adolescente inuit au Nunavut dans les années 70. C'est un livre qui est très surprenant parce que, en fait, il commence... alors déjà, il y a des poèmes et il y a de la narration, et c'est assez fragmenté la narration. Donc c'est un peu déstabilisant, mais rien de... On n'est pas complètement perdu non plus, mais c'est assez déjà déstabilisant. En plus de ça, au départ, ça commence avec un prisme très réaliste. Et en fait, quelque part au milieu du roman, je ne sais plus exactement, on bascule dans le fantastique. Et c'est un fantastique qui se base sur des croyances inuites. Donc qui sont en lien avec la banquise, en lien avec l'aurore boréale, avec les croyances inuites de façon générale et avec leur environnement. Et je ne m'attendais pas du tout à cette bascule dans le fantastique, et qui est un fantastique qui est extrêmement inhabituel et perturbant. Vraiment très perturbant. On a des relations avec des animaux, on a... moi je me souviens, on a une relation sexuelle avec l'aurore boréale. Voilà. On a aussi donc des enfants un peu surnaturels, même des bébés un peu surnaturels qui mettent le personnage principal face à des choix qui sont très perturbants, très difficiles. Et voilà, c'était totalement inhabituel. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait du fantastique dans ce livre. Et j'ai beaucoup aimé, même si j'ai beaucoup été déstabilisée. Voilà. Là, pour le coup, c'est du perturbant, mais qui est bien fait. Parce que c'est du perturbant qui est écrit pour être perturbant. Qui traite des sujets et des thématiques qui sont difficiles. Hein, pour un peu rappel, quand même, les sociétés inuites, les personnes inuites, pour beaucoup, vivent dans des conditions difficiles. À cause de l'environnement, mais aussi de leur environnement, mais aussi à cause de la pauvreté, à cause de l'effondrement de leur société traditionnelle, donc de leur lien, leur façon de vivre traditionnelle. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de problèmes d'addiction. Et voilà, il y a beaucoup de sexisme aussi, même si bon, ça c'est pas propre à la société inuite. Et donc voilà, la narratrice, enfin la jeune fille... Ouh, j'ai fait bouger. La jeune fille a une vie qui est quand même assez difficile, et plus on rajoute les éléments fantastiques. Bref, c'est un livre qui est dur, qui est déstabilisant, qui est parfois un peu difficile à suivre, mais vraiment quelque chose comme je n'en avais jamais lu. Très intéressant, et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc j'espère que... En fait, je ne nous vois pas, donc j'espère que là, j'ai pas bougé d'une façon qui fait n'importe quoi. J'espère ne pas avoir retourné cette vidéo. On va finir sur un peu les deux autrices que j'ai découvertes cette année, qui ont vraiment marqué donc, ce début d'année, et que je n'ai pas encore cité jusque-là, parce que ce que j'ai lu, ce n'était pas de la fiction. Donc la première, c'est Lamia Ziadé. Lamia Ziadé est une autrice franco-libanaise qui est originaire du Liban, qui a ensuite émigré en France, et qui est autrice-illustratrice, et qui fait donc des livres illustrés sur le Liban et le Proche-Orient de façon plus globale. J'ai lu 3 livres d'elle. Le premier, ça a été
Notre grande mélancolie arabe, je crois. Si je me suis trompée sur le titre, je le mettrai dans la vidéo. Il y a Aux nuits aux mes yeux et Mon port de Beyrouth. Mon port de Beyrouth porte sur l'explosion du port de Beyrouth, enfin des silos, qui a eu lieu il y a 2 ans, même peut-être plus. C'était quand je finissais mes études. Ma grande mélancolie arabe porte sur l'histoire du Liban, donc qui est très liée avec l'histoire de la Palestine, d'Israël, mais aussi d'autres pays arabes autour. Et Aux nuits aux mes yeux porte sur le Caire principalement, parce que le Caire au début du XXe siècle était vraiment un lieu de culture. Il y a eu le cinéma, il y a eu la musique, il y a eu la littérature, enfin bref, c'était un énorme bouillonnement culturel, c'était vraiment le centre culturel du monde arabe. Et en fait, fait notamment des portraits de femmes, parce que beaucoup de femmes ont participé à cela, à la musique, à la danse, au chant, au cinéma. Le premier film qui a été fait au Caire a été fait par une femme. Enfin, le premier film égyptien, pas le premier film qui a été fait au Caire, a été fait par une femme. Voilà, une des plus grandes chanteuses, c'est Kalsoum. Voilà, donc c'est des livres qui sont absolument passionnants, qui sont extrêmement riches. J'avais prévu de faire une vidéo, je l'ai même déjà filmée, il faut que je jette un œil, vraiment, j'ai eu le temps de rien faire de tout ça en juillet. Mais j'espère pouvoir vous faire une vidéo plus complète pour que vous voyez ces illustrations, pour que vous voyez ces livres, pour vous donner un peu plus de détails, mais c'est absolument passionnant. Si vous vous intéressez au Liban, à l'Égypte, à la Palestine, bref, je vous recommande de lire ces livres qui sont très bien documentés, qui se tirent aussi de son expérience personnelle, de sa famille. Donc elle lit vraiment son histoire à elle avec la plus grande histoire, ou inversement. Voilà. C'était une grosse surprise, une grosse découverte. Je n'avais jamais entendu parler de Lamia Ziadé. J'avais emprunté voilà, ce livre en bibliothèque, le premier livre, ma grande mélancolie arabe, je ne sais plus. Je l'avais emprunté en bibliothèque, je ne connaissais pas Lamia Ziadé, je n'avais jamais entendu parler de ses livres, et j'ai du coup lu tout ce qu'avait la bibliothèque d'elle, parce que c'est vraiment passionnant. Voilà. Dernière autrice, et pas des moindres, c'est Andrea Dworkin. Andrea Dworkin est une féministe radicale, qui est assez controversée, du coup, évidemment, comme toutes les personnes radicales, j'ai envie de dire, qui vient des États-Unis, qui a écrit dans les années 80-90 notamment, qui a écrit beaucoup de livres, donc beaucoup d'essais, mais aussi des romans. J'aime beaucoup sa plume, elle a un vrai style. Moi je n'ai lu pour l'instant que des essais féministes, je n'ai pas lu ses romans, mais même dans ses essais on sent sa plume. C'est une femme qui a eu un parcours assez impressionnant. Je trouve aussi que c'est une penseuse assez impressionnante, parce qu'elle arrive à avoir un regard extrêmement critique, extrêmement radical, sans compromis. Elle ne s'excuse pas, elle ne s'excuse jamais, mais à la fois elle arrive toujours à avoir beaucoup de compassion et de nuances. Et voilà, je trouve ça extrêmement enrichissant. Alors je ne suis pas forcément d'accord évidemment avec tout ce qu'elle dit, mais c'est passionnant. Donc j'avais commencé en lisant Les femmes de droite, qui peut-être sont plus connues en France. J'ai lu Intercourse, donc traduit par Coït en français, qui est sans doute de ceux que j'ai lus le plus difficile à comprendre. Et enfin Notre sang. Donc si vous voulez découvrir Andrea Dworkin, je vous conseille Notre sang. Parce que c'est un petit livre qui, au début de sa carrière de féministe, on va dire, enfin, carrière, je sais pas si le terme est approprié, mais au début de son engagement féministe, en fait, elle avait de grandes difficultés à être publiée, et donc elle faisait des discours qui sont rassemblés, donc certains de ces discours sont rassemblés dans ce petit livre qui coûte vraiment pas cher, hein, c'est 7,50 €. Il est sorti il n'y a pas longtemps, donc à mon avis vous le trouverez assez facilement en poche, il est sorti il n'y a pas longtemps.
Et donc c'est des discours sur plusieurs sujets de son féminisme, donc c'est une excellente introduction si vous voulez la découvrir. Ensuite, les femmes de droite, assez accessible, ça ne parle pas que des femmes de droite, je trouve que le titre peut être un petit peu trompeur parce que c'est un des sujets mais pas que. Alors c'est la droite des États-Unis, donc c'est pas forcément transposable en France, mais c'est toujours très intéressant. Et enfin, Intercourse est peut-être le plus difficile de ce que j'ai lu parce qu'elle parle donc des relations sexuelles, enfin des rapports sexuels entre hommes et femmes. Et pour cela, elle va prendre des textes d'auteurs pour un peu... en fait, elle va chercher la façon dont c'est présenté par des auteurs. Donc voilà, elle s'intéresse... c'est assez compliqué parce qu'elle s'intéresse à la représentation de ces rapports sexuels, mais aussi à leur réalité, et c'est pas toujours facile de faire la différence entre ce qui est son avis, sa critique, ce qui est plus une critique littéraire, ce qui est plutôt... ce qui relève plutôt de la vision de l'auteur dont elle est en train de parler. Ça fait énormément réfléchir, je trouve que c'est vraiment une autrice qui nous pousse à remettre en question nos opinions. Même si on n'est pas d'accord avec elle, je trouve ça extrêmement enrichissant et vraiment excellente autrice. Excellente oratrice aussi, donc si vous avez l'occasion d'écouter un de ses discours, c'est vraiment une excellente oratrice. Voilà, Andrea Dworkin. Surtout ne vous laissez pas arrêter parce que je sais qu'elle est aussi controversée aujourd'hui, elle était controversée à son époque, mais aujourd'hui encore elle l'est. Ne vous arrêtez pas à ce que les gens peuvent en dire, faites-vous votre propre avis, vraiment. Il y a des textes très courts qu'elle a écrits, qui sont accessibles sur internet en français. Allez jeter un œil, allez lire. Vraiment, vous ne perdrez rien hein, et vous pourrez vous faire votre propre avis parce que je trouve que souvent les positions d'Andrea Dworkin sont assez caricaturées, ce qui arrive à beaucoup de féministes malheureusement. On va s'arrêter là, j'ai déjà parlé de pas mal de livres, j'ai l'impression que je parle depuis un petit moment. Je vais quand même peut-être vous donner un peu deux projets que j'ai pour le reste de l'année. Le premier, c'est un qu'en fait j'ai commencé dès le début d'année, c'est de découvrir des autrices de fantasy et de science-fiction. Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que mes auteurs préférés de fantasy étaient des auteurs, des hommes. Ce qui est en fait assez logique parce que quand on lit de la fantasy adulte, c'est principalement écrit par des hommes. Et les femmes ne sont pas forcément beaucoup mises en avant. Contrairement à la fantasy jeune adulte ou jeunesse où il y a beaucoup de femmes et voilà, certaines qui sont assez connues. Mais en fantasy adulte, il n'y en a pas tellement et donc j'en ai pas tellement lu. Et c'est logiquement, quand on lit beaucoup d'hommes, nos auteurs préférés sont des hommes. Donc j'avais envie de découvrir des autrices de science-fiction et de fantasy. J'en avais d'autant plus envie que j'ai découvert Elizabeth von Arber que j'ai adorée. J'ai aussi découvert récemment Martha Wells, mais bon ça je l'ai lu en juillet donc je n'en ai pas parlé dans cette vidéo. Voilà, je ferai peut-être un jour une vidéo sur les autrices que je découvre. Et donc cette année c'était un projet qui est aidé par le fait que du coup je participe au Sororité Challenge. Alors plus ou moins c'est un challenge littéraire sur toute l'année où chaque mois il y a des thématiques. Alors c'est organisé par Camelot Magicadou, commençons par le détail le plus important, l'information la plus importante. Et chaque mois donc il y a une thématique, ces thématiques ont été décidées en commun et il y a des autrices qui sont mises en avant. Donc Camelot Magicadou lit beaucoup de fantasy et de science-fiction, donc c'est beaucoup d'autrices de fantasy et de science-fiction, d'où le fait que c'est très intéressant pour moi qu'il y avait de toute façon ce projet-là. Mais vous pouvez aussi y participer, même en lisant de la littérature en dehors de ces genres, parce que c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de nous pousser à lire des autrices. Donc ça c'est la première chose, je ne sais pas vraiment comment je vais revenir dessus, si je vais partager ça avec vous, enfin j'espère partager ça avec vous un jour, mais je ne saurais pas si je ferai un bilan en fin d'année ou des vidéos thématiques. Voilà. Et le deuxième projet qui là commence maintenant cet été, c'est de lire de la littérature afghane. L'Afghanistan étant un pays qui m'intéresse tout particulièrement. Voilà, je ne sais pas pourquoi on est attiré par certains pays plus que d'autres. Pour certains c'est la Corée, pour certains c'est le Japon, pour certains c'est l'Égypte et pour moi c'est l'Afghanistan. Ce qui est un peu compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de littérature provenant de l'Afghanistan.
On en a peut-être un peu plus qui sont écrites sur ce pays, mais pas tellement d'autrices et d'auteurs de ce pays. Donc voilà, j'ai trouvé quelques livres, j'en ai acheté quelques-uns. Et voilà, j'espère faire des vidéos thématiques pour vous présenter un peu cette littérature. Aussi peut-être vous présenter quelques livres qui m'ont d'abord intéressée à ce pays, qui ne sont pas d'ailleurs des livres de littérature afghane, mais encore des livres sur l'Afghanistan. Voilà, donc je ne sais pas si je vais réussir ce petit projet personnel, mais si j'y arrive, vous aurez des vidéos dessus. Et voilà, j'espère pouvoir poster cette vidéo très vite, parce qu'on est déjà à la toute fin de juillet, et j'espère vous retrouver bientôt avec d'autres vidéos.